Jean-Michel Lucas, bonsoir. Bonsoir, Carfet. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir et puis surtout de discuter avec toi, d'échanger pour le compte de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages. Comme tu le sais, la ville de Bordeaux et le réseau Mémoire et Partage ont installé le 9 mai dernier une mission de préfiguration pour un lieu, une maison contre les esclavages ici à Bordeaux. Et pour cette mission, bien évidemment, avoir le point de vue, le sentiment, l'analyse d'un acteur comme toi est essentiel. Jean-Michel Lucas, tu as été le directeur régional de l'administration culturelle, le représentant... Des affaires culturelles, il y a très longtemps quand même. Oui, mais tu l'as été et c'est important, ça te donne un regard sur la société française et ses évolutions qui sont importantes. Et puis également, tu es un de ceux qui promeuvent ici en Nouvelle-Aquitaine et en France les droits culturels et je suis surtout aussi la convention de Faro et la question des patrimoines. D'abord, peut-être une première question. En tant que Bordelais que tu es depuis plus d'une vingtaine d'années, comment cette question de l'esclavage, tu l'as découvert dans ton histoire bordelaise? Ce qui est important sur cette question-là, c'est une histoire de relation avec des personnes. Moi, je suis arrivé de Rennes, ici, dans une responsabilité administrative. Et bien, ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes, comme toi et comme d'autres, on ne va pas forcément en citer, ils se reconnaîtront, mais ce qui m'a permis effectivement de faire cette question de l'esclavage, une question de relation de personne à personne, et pas un objet abstrait d'étude. Et donc, c'est progressivement que j'ai considéré que c'est effectivement un rappel de l'histoire qu'il fallait prendre en charge et que je devais prendre en charge, je devais apporter une contribution, mais à ma hauteur, je ne peux pas m'inventer un rôle que je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui ai du plaisir et je suis ravi de venir auprès de toi aujourd'hui, parce que je crois que c'est une question que globalement on doit tous prendre en charge, à la hauteur de nos responsabilités, de nos capacités. C'est un problème de dignité, c'est un problème de retour, de reconquête de liberté. Un problème de reconquête de liberté. Et la question de... Tu utiliserais le singulier ou le pluriel finalement pour parler de cette histoire terrible? Est-ce qu'il faut parler de l'esclavage au singulier ou bien des esclavages? Je vais te dire, j'ai été à La Réunion au mois de septembre, dans l'île de La Réunion, à Saint-Denis. Et puis, bon, j'ai fait 3 ou 4 conférences et j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de la culture de Saint-Denis, avec qui on a discuté de projet. Et il a montré un projet que j'ai encore dans la tête. Tu vois. Ils ont travaillé avec des ethnologues, des photographes, des artistes dans les quartiers populaires de Saint-Denis et ils ont recueilli la mémoire des habitants, des arbres à palabres, etc. Et puis il m'a montré quelque chose. Il m'a montré une carte, voilà, faite par le photographe, la carte des quartiers populaires. Il n'y a rien à voir sinon qu'une carte de géographie d'un quartier, comme on dirait les aubiers, etc. Et puis il m'attendait au tournant et en mettant cette carte devant la lumière, soit devant la fenêtre, soit devant qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une autre carte, un autre dessin qui était exactement le même. Il me dit, tu vois cet autre dessin? C'est le quartier des esclaves de La Réunion. Et alors là, j'ai été troublé, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, l'esclavage est fini, l'engagisme est fini, et pourtant, les formes de domination sont encore là, parce que c'est le quartier, c'est la même chose que le quartier populaire. Et donc, ça répond à ta question, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est effectivement l'esclavage, mais la notion de domination qu'on croyait, enfin, vous voyez, c'est passé, c'est fini, c'est une autre histoire, eh bien, elle était là dans une seule carte visible, donc la notion de domination toujours présente, toujours active, et donc l'enjeu de conquérir des libertés, il était là plus jamais présent, surtout là-bas, où la question de la liberté s'est traduite par le marronnage, et très souvent le marronnage avec l'occupation des hauteurs, etc. Donc cette idée d'esclavage, de permanence du fantôme, là, le fantôme est toujours présent et les dominations sont toujours là. Et donc effectivement, pour moi, c'est l'enjeu de conquête de liberté qui est présent. Le fantôme est toujours là, c'est une très belle expression. Et alors, à Bordeaux, pourquoi Bordeaux devrait aller vers un lieu spécifique dédié aux mémoires des esclavages? Pourquoi est-ce qu'on ne se suffirait pas du musée d'Aquitaine d'après toi? Moi, je ne penserais pas, enfin, le lieu, mais ce n'est pas seulement pour la maison de l'esclavage, je suis plus un apôtre des lieux, des centres, etc. Mais quand je dis la maison, pour moi c'est une équipe de personnes, c'est une équipe de personnes qui vont entrer en relation. La maison c'est une ressource pour ces personnes qui vont être des acteurs, qui vont travailler à la notion de plus de liberté, plus de dignité. Justement parce que cette histoire elle est lourde, elle est présente sous d'autres formes, et donc il y a toujours à combattre. Donc
je dirais plutôt équipe, tu vois, avec une ressource, et toujours à l'affût de relations pour dire non, notre combat, c'est le combat des libertés, le combat des dignités, et ça en fait partie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, pour pas qu'il y ait de mauvaise lecture, de repli sur un moment, une histoire. Non, je pense cette histoire comment dire, de la Réunion m'a beaucoup aidé, si tu veux. Dire, oui, attendez, on parlait de quelque chose qui a disparu, mais il a trouvé une nouvelle naissance, quoi. Et c'est un combat permanent, ce combat pour gagner en liberté. Et à la limite, tu vois, j'aurais presque te dire, mais ça va être un gag, mais c'est un jeu de mots, mais la maison des marronnages, ça serait bien aussi, quoi. C'est-à-dire la maison où des personnes ont osé sortir d'un système tellement dominant pour une liberté qui n'en était pas vraiment une, parce qu'il a fallu reconstruire tout, il a fallu se nourrir, il a fallu, etc., se protéger. Il y avait quand même des gardes du marronnage, il y avait tout. Mais c'était la liberté, c'est le refus de l'esclavage. C'est quand même magnifique. Tu vois, je voudrais quand même te préciser également que le nom d'ailleurs de la structure qu'on veut créer n'est pas encore définitif. Pour l'instant, on a parlé de maison contre les esclavages, mais c'est vrai que ces auditions, ces consultations nous font revenir effectivement à l'idée qu'il faudrait être dans peut-être une autre terminaison. Il peut y avoir un sous-titre. Enfin, le contre est toujours embêtant. Et si je raconte l'histoire de la Réunion, c'est que le contre est devenu en fait un c'est-à-dire pour des libertés, pour un chemin de liberté, pour un chemin de dignité qui ne sera jamais fini, mais qui est quand même nécessaire et à tout le monde, et pas simplement à ceux qui se réfèrent à une histoire particulière. Alors, une histoire particulière, donc un patrimoine particulier, donc des droits culturels particuliers. Tu fais partie, Jean-Michel Lucas, de ceux qui en France, en Europe ou d'une manière générale, se battent pour les droits culturels et pour un patrimoine qui soit un patrimoine qui vienne des populations, des personnes à qui on s'adresse. Comment est-ce que cette question des droits culturels et du patrimoine pourrait être fondé finalement le travail de cette future maison contre les esclavages? Alors c'est très modeste de ma part parce que je n'ai pas la connaissance, la compétence, l'investissement que tu as avec d'autres amis sur cette histoire-là. Mais de mon point de vue, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis que ça serait pas mal, ça serait bien d'inscrire toute cette dynamique d'une équipe sur les questions d'esclavage dans un cadre de politique publique qui est indéniable, enfin, qui est là pour permettre aux uns et aux autres qui sont très différents de vivre en humanité. Et alors ce cadre existe. Que la France n'ait pas ratifié, c'est une chose, mais il y a 21 pays qui l'ont ratifié, et elle vient du Conseil de l'Europe. Et c'est encore plus, pour moi, important, que sur le Conseil de l'Europe qui disent, et là je vous offre un cadre, c'est le cadre de la Convention de Faro. Parce que la notion de patrimoine, c'est pas l'idée, comme on le voit pour le port de la Lune. Le port de la Lune, c'est quoi? C'est des experts qui ont décidé que ça c'est le patrimoine, des dossiers de 150 pages, 500 pages, des commissions, ça dure, voilà. Maintenant je vous dis, c'est ça le patrimoine. La Convention de Faro est bien plus intelligente, elle te dit, vous avez des personnes et des groupes, voilà ce qui fait sens et valeur pour elles, voilà ce qui a de l'importance. Et non seulement ça a de l'importance, et elles veulent en parler, elles veulent en parler, elles veulent le faire dans le cadre de l'action publique, elles veulent le faire partager aux autres. Alors c'est exactement, il y a des personnes qui sont engagées, là, elles veulent le faire partager aux autres, dans un cadre qui est un cadre qui leur dit, bah oui, vous avez votre place, parce que ce patrimoine-là, c'est le patrimoine de l'Europe. C'est formidable de penser que le patrimoine de l'Europe est fait de tous les patrimoines, de toutes les personnes d'où qu'elles viennent, qui ont envie de faire partager ce qui a du sens et de la valeur pour elles, parce qu'il faut vivre ensemble. Et tu as des éléments dans la Convention de Faro où la maison, telle que tu l'as décrite, elle est déjà, tu vois, il n'y a pas... Tu dis, notre maison, c'est une application de la Convention de Faro, c'est une traduction de la Convention de Faro, tu n'as rien d'autre à dire, ta légitimité est totale. Voilà. Alors je peux te lire des articles, mais je le dirai un autre jour, on y travaillera, mais c'est absolument étonnant, et en particulier à cet article 7 qui dit, si vous adoptez la Convention de Faro, monsieur le maire, eh bien, il faudra prévoir des dispositifs où les mémoires des uns et des autres ne sont pas les mêmes, et il y aura des façons de réécrire l'histoire qui seront conflictuelles, et vous devez prévoir, des éléments de connaissance, des éléments de discussion, il faudra prévoir des instances de palabre, on pourrait dire, enfin de conciliation, il faudra, etc. C'est dans la Convention, ce que tu ne vois jamais dans les patrimoines tels qu'on l'entend, où c'est comme ça qu'autrement. Là, c'est un patrimoine qui renvoie à la discussion des uns et des autres. C'est exactement, pour moi, c'est ça l'esprit aussi de l'équipe qui va travailler sur ce passé qui
encore tellement présente sous la forme Absolument. de l'organisation. Et absolument, plus je t'écoute et plus je me rends compte qu'effectivement, la démarche que nous avons adoptée participe finalement de à la fois de cet esprit et de ces méthodes. On est dans un processus de patrimonialisation, et notamment par le fait qu'on implique la population. Qui dans la Convention de Faro change tout le temps. Tout le temps, c'est pas un patrimoine figé, c'est un patrimoine qui se constitue dans la relation avec les autres, qui fait sens et valeur. Tu vois, à la limite, il n'y aurait même pas besoin d'argumenter. Alors, Jean-Michel Lucas. C'est bien, non? Tu poses ça, et on est en train de discuter à ce moment-là à la mairie pour que la mairie adopte la Convention de Faro. Et pour Bacalan, ce sera un autre type de projet. Pour les Aubiers, un autre type de projet. Pour le centre-ville, un autre type. Donc, voilà. Est-ce que par exemple la maison, ce sera ma dernière question, Jean-Michel Lucas, est-ce que la maison contre l'esclavage pourrait être labellisée ou bien s'approprier de la Convention de Faro? Est-ce qu'il y a une modalité pratique? Alors, la Convention de Faro est organisée à partir du texte cadre que j'ai sous les yeux, en 2005, au Conseil de l'Europe. Après, les États, 21 États l'ont ratifié, et donc ils mettent les moyens, etc. Mais à côté, il y a les amis de Faro. Et on a réuni en septembre dernier à Bordeaux les amis de Faro. On t'avait invité. Je l'ai raté, malheureusement. Mais c'est dommage. Oui, c'est vrai. Mais ça va revenir. Et les amis de Faro, ils sont partout. Ils sont en Lituanie, ils sont en Italie, ils sont, etc., etc. Et il suffit de se déclarer, mais je dis ça, et ce qui est écrit là me convient. Et donc on essaye de négocier, on va voir les adjoints bientôt. On a un petit groupe Faro autour des musées, musées d'Aquitaine, etc., le laboratoire de transition vers le droit culturel. Et voilà, on est prêt à faire en sorte que Bordeaux, si une maire dit oui, se déclare avec donc un cadre politique public. Ce n'est pas des revendications de vos quatre extrémistes qui voudraient. Non, c'est un cadre qui a été adopté et dans lequel on peut se retrouver pour faire humanité ensemble. C'est là que les droits culturels, c'est un droit. C'est bien pire que ça. C'est un droit universel de dire je veux participer à la vie culturelle en disant la question des esclavages, la question des dominations vécues est un élément de ma culture et je souhaite que ce soit un élément de la culture des autres. Et je vais le faire, comme tu sais faire, en discutant, en montrant des films. Donc, c'est juste à signer. Il n'y a pas besoin de faire humanité ensemble. Chers amis, j'étais aujourd'hui avec Jean-Michel Lucas, donc ancien directeur régional de l'administration culturelle des affaires culturelles en Nouvelle-Aquitaine, et puis aussi vraiment promoteur des droits culturels, d'une autre façon de faire société, de faire sens et de faire humanité. C'est pour le compte de la mission de préfiguration pour la maison contre les esclavages. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Merci infiniment. Merci, Kafa.